OK, on est de retour dans l'animation de la capsule précédente. On a encore notre patient. On a encore ici ses protons, les spins up et down. On a un champ magnétique que j'ai à nouveau mis à 1 Tesla. Et on va voir maintenant l'effet des gradients. Juste avant de parler des gradients, par contre, je vais revenir sur le champ magnétique de l'appareil et le lien avec la fréquence, donc la fameuse relation de Larmor. Donc, si j'allume mon antenne, donc les ondes émises, et on a vu tantôt, dans le fond, que la fréquence, bien évidemment, 60 MHz, ça ne fonctionne pas. C'est une fréquence trop élevée, dans ce cas-ci, pour exciter les protons. Ça ne correspond pas à leur fréquence naturelle de précession. Donc, je dois aller la régler à une valeur plus proche de 42, 42,6 si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on a exactement la bonne fréquence. Donc, le mouvement de précession des protons se fait à 42,6 MHz, donc autrement dit 42 600 000 précessions par seconde. Quand l'onde émet à cette fréquence-là, on a un phénomène de résonance. Les protons vont se mettre à s'exciter et ils vont se placer en spin-down, du moins, il va y avoir maintenant une égalité, autant de protons spin-up que spin-down. Le lien que je veux faire, c'est que, admettons que j'ai un autre champ, je vais le régler, disons, à 2 Tesla, notre aimant, donc un autre appareil qui fonctionnerait lui à 2 Tesla, ben là, la fréquence qu'on avait tout à l'heure ne fonctionne plus. Vu qu'on a doublé l'intensité du champ magnétique, on va devoir doubler aussi la fréquence. Donc à 85,2, qui est exactement le double de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc l'animation est un peu lente des fois, là. Mais ce qu'on voit, donc, c'est les photons qui sont effectivement réémis. Donc, les protons s'excitent et quand ils se désexcitent, ils vont réémettre leurs photons et c'est ça qui est détecté par l'antenne de l'appareil. C'est ça qui va permettre de créer l'image comme on va voir dans les sections suivantes. OK, donc ça c'est le lien. La fréquence est reliée directement au champ magnétique. Donc là, je ramène mon champ à 1 Tesla. Je vais ramener aussi ma fréquence à la fréquence de résonance d'un Tesla. Et je laisse, disons, l'antenne fonctionner. En fait, je vais l'arrêter momentanément, juste pour le besoin de la cause. Pour revenir ici au fait que, bon, on est un champ de 1 Tesla, ça c'est l'élément principal de l'appareil qui produit ça. On va voir, c'est un aimant généralement supraconducteur. Et en fait, on l'a vu précédemment plutôt. Là, ici, on voit les lignes de champ magnétique, les petites flèches blanches qui sont tous évidemment dans la même direction, tous de même longueur pour indiquer que le champ magnétique est partout pareil. Les gradients, c'est qu'on va avoir d'autres bobines dans l'appareil qui permettent d'appliquer un champ magnétique qui va varier d'un point à l'autre. Donc là, j'ai ici, ça s'appelle aimant gradient ici dans l'animation. C'est des bobines supplémentaires qu'on retrouve tout autour du patient. Et on a le choix ici dans l'animation d'appliquer soit un gradient horizontal ou un gradient vertical. Donc soit selon l'axe horizontal ou soit selon l'axe vertical. Dans la vraie vie, on a un patient en 3D. Donc en fait, il y a 3 axes pour les gradients. L'axe X, Y et Z. Dans ce cas-ci, si j'applique un champ horizontal, c'est un champ donc, qui va être selon l'axe X du patient. Donc là, je vais l'appliquer. Et ce qu'on voit tout de suite, là, avant même d'émettre quoi que ce soit au niveau de l'antenne, on voit que le champ effectivement varie maintenant. Donc le champ est plus faible ici du côté gauche, qui est le côté droit du patient, et va en augmentant vers le côté opposé. Par contre, selon l'axe vertical, il n'y a pas de variation. Donc ça fait comme un champ qui est uniforme, mais uniforme seulement selon l'axe Y. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire quand je vais allumer l'antenne? Donc, je vous laisse un instant pour y réfléchir. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'allume l'antenne? Bon, je rappelle, ici, j'avais réglé la fréquence de l'antenne à 42,6 MHz, qui était la fréquence de résonance tout à l'heure avec 1 Tesla. Sauf que maintenant, je n'ai pas 1 Tesla partout sur la tête du patient. J'ai probablement ici moins qu'un Tesla et j'ai probablement ici un peu plus qu'un Tesla de ce côté-là. Qu'est-ce qui va arriver si j'allume l'antenne? On va le voir tout de suite. Regardez bien. Donc là, il y a effectivement de l'excitation, mais tous les protons ici, du côté gauche, sont pas affectés. Et tous les protons ici, du côté extrême droite, ne sont pas affectés non plus. On a juste les
protons qu'on retrouve à peu près dans le milieu du visage, qui sont excités. Donc, c'est ces protons-là qui ressentent un champ actuellement d'un Tesla, donc ils ont exactement la bonne fréquence. Et à ce moment-là, l'antenne, en fait, elle émet à une fréquence à la fois. En ce moment, elle émet 42,6 MHz. Elle n'émet pas à d'autres fréquences, donc elle va aller juste sélectionner, dans le fond, elle va juste exciter. En fait, elle irradie toute la tête au complet, mais les protons qui n'ont pas la fréquence de précession de 42,6 MHz ne seront pas affectés. Ce n'est pas leur fréquence de résonance, ce n'est pas leur fréquence de précession. Donc, ils ne sont pas affectés, ni ceux-là, ni à gauche, ni à droite, mais ceux du milieu le sont. Petit détail aussi à remarquer sur l'animation, on peut remarquer qu'il y a une épaisseur. Donc, il y a comme deux colonnes, là, dans les deux colonnes qu'on a, dans les colonnes de protons qu'on a, il y en a deux qui sont excités. Et ça correspondrait à l'épaisseur de la coupe. Donc là, on a fait une coupe, dans ce cas-ci, sagittale. On vient de réaliser une coupe sagittale dans le milieu de la tête. Mais cette coupe-là, ben, elle n'est pas infiniment mince, elle a une certaine épaisseur. Donc, ça correspond à toute la région le long de l'horizontale qui ont à peu près le même champ magnétique. Dans la vraie vie, les coupes ont aussi une épaisseur. C'est pour ça qu'on parle de voxels et non de pixels, parce que le voxel, c'est un volume, ça a une épaisseur. Donc, non seulement on a une coupe, mais on a une épaisseur de coupe. Mais aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la vraie vie, en fait, les coupes sont beaucoup plus minces. En fait, c'est de l'ordre de 1 mm et moins qu'on va aller chercher. Donc, on va aller très, très précis. Alors que dans l'animation, ça semble un peu plus. Mais c'est quand même l'idée de dire, oui, il y a une épaisseur à cette coupe-là. Qu'est-ce que je veux faire si maintenant je veux faire une coupe sagittale, mais d'une partie qui serait située de ce côté-ci, d'après vous? Ben, je ne peux pas changer le champ magnétique de l'appareil. Parce que ça, c'est fixe. Je pourrais changer le gradient, mais si je change le gradient, ça va juste affecter le taux de variation. Donc, ce que je dois changer, c'est la fréquence d'émission de mon antenne. Ça, on peut la régler facilement. Ce qui fait qu'au lieu d'émettre à 42,6, je vais aller maintenant émettre à une valeur, admettons, de 35. Et là, on voit ici, c'est cette coupe-là qu'on vient d'aller sélectionner. À 35 MHz, on va avoir une coupe sagittale à nouveau du côté opposé. Si j'augmente au contraire au-delà de 42, mettons 47, ben là, je m'en vais exciter ici vraiment l'autre extrême. Donc, dans tous les cas, en appliquant un champ horizontal, et ça aussi, c'est important à noter, quand on a pas un champ, mais un gradient horizontal, on va aller sélectionner une coupe verticale. Et en 3D, c'est vrai aussi. Si on veut avoir un plan, une coupe dans le plan, par exemple, XY, on va appliquer notre gradient selon Z. Si on veut une coupe qui est, dans ce cas-ci, par exemple, sagittale, mais en 3D, mais c'est dans le plan Z et Y, dans ce cas-ci, ben à ce moment-là, il faudrait appliquer un gradient X qu'on vient de faire. Donc, le gradient est toujours perpendiculaire à la direction, à la coupe, c'est-à-dire. Là, on peut ajouter, avec la fréquence, on peut scanner au complet tout le visage. En fond, si on voulait faire au complet plusieurs coupes, ben, on ferait juste scanner les fréquences. Maintenant, si au lieu d'appliquer un gradient horizontal, j'applique un gradient vertical, ben, vous devez vous en douter. À ce moment-là, le champ va varier d'un point à l'autre selon l'axe vertical, plus faible vis-à-vis du sommet de la tête, plus fort vis-à-vis du menton. Donc, avec la fréquence qu'on a là, on va aller sélectionner ici une coupe axiale qui serait un petit peu en dessous du nez, à peu près vis-à-vis de la bouche. Si j'augmente la fréquence, je vais aller ici sélectionner la partie qui est plus avec un champ plus élevé. Donc, on est rendu plus vis-à-vis du menton. Et si je vais avec une fréquence plus basse, ben là, je vais aller sélectionner plus haut dans le visage, plus à la hauteur des yeux, ou même si je réduis encore, probablement vers le front. Donc, encore une fois, en appliquant un gradient selon l'axe vertical, on sélectionne une coupe horizontale. Et ça, sans avoir à bouger le patient. Donc ça, c'est un des avantages de l'IRM par rapport à la TDM, c'est qu'on peut aller sélectionner coupe sagittale, frontale ou axiale sans avoir à déplacer le patient, sans avoir à manipuler quoi que ce soit au niveau de l'appareil. Tout ça se fait directement de la console, on ajuste les gradients et ça se fait automatiquement. On peut même, si on veut, et on le fait peut-être moins souvent, avoir un gradient combiné, horizontal et vertical. Et là, à ce moment-là, on va se définir une coupe qui va être oblique. Donc, on peut même avoir un plan
oblique par rapport aux axes X, Y et Z, ça fonctionne aussi. On va être capable d'aller chercher l'information qu'on veut, encore une fois, de cette façon-là.